Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment réussir votre sèche, quels sont tous les paramètres à prendre en compte et à optimiser afin de réussir votre sèche dans les meilleures conditions possibles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Owen, je suis non seulement futur athlète en bodybuilding naturel, mais également coach sportif spécialisé en hypertrophie. Donc si toi aussi ça fait plusieurs années que tu t'entraînes mais que depuis quelques mois ton reflet en mémoire ne change pas et que tu veux enfin reprendre ton évolution en main, tu peux cliquer sur la description pour réserver ton appel gratuit avec moi et on voit ensemble ce qui bloque, ce qu'on pourrait mettre en place pour reprendre ta progression. J'ai accompagné plus de 40 personnes à transformer leur physique, donc si toi aussi tu veux rejoindre la team, n'hésite pas. Alors, pour réussir sa sèche, je vous ai fait une petite carte mentale qui regroupe tous les paramètres et on va traiter chacun d'entre eux dans l'ordre. Alors, donc pour réussir sa sèche, premier paramètre à prendre en compte, c'est déjà quels sont les avantages d'être sec. Mais le premier, le plus important, c'est votre sensibilité à l'insuline. Quand vous êtes sec, moins vous avez de gras, plus vous êtes sensible à l'insuline. Plus vous allez assimiler, utiliser les glucides, les nutriments que vous allez ingérer, plutôt que de les stocker en graisse. Et ça, justement, c'est ce qui est nécessaire pour démarrer une prise de masse. Ça, c'est ce que j'appelle l'étape 0 de la prise de masse. L'étape la plus importante si vous voulez réussir votre prise de masse, si vous voulez la faire durer la plus longtemps possible et construire le plus de muscles qualitatifs possible, il faut démarrer en étant sec, en ayant les abdos tracés, visibles, pour justement avoir cette sensibilité à l'insuline et construire le max de muscles au début de votre prise de masse. Donc, ce que j'appelle l'étape 0, et c'est ce qui est la plus importante dans une prise de masse, si vous voulez la faire durer et la réussir. Et troisième point, c'est vos points forts et vos points faibles. Parce que quand vous êtes gras, si vous demandez à quelqu'un de vous dire quels sont vos points forts, points faibles lorsque vous êtes gras, ce sera forcément une estimation, ce ne sera pas objectif. On ne peut pas déterminer les points forts et les points faibles de quelqu'un lorsque lorsque celui-ci est gras. D'accord? C'est impossible. Vous pouvez croire quand on est gras que les gens n'ont pas d'épaule, généralement parce que la graisse du coup fait en sorte que leur bras est continu, alors que quand ils vont sécher, vous allez voir qu'en fait finalement ils ont des épaules ultra rondes, énormes. Donc vous ne pouvez pas analyser les points forts, points faibles de quelqu'un quand quelqu'un est gras. Il faut attendre qu'elle soit sèche. Donc quand quelqu'un est sec, justement, les avantages, c'est que vous allez pouvoir voir ses insertions de façon beaucoup plus précise et estimer du coup ses points forts, points faibles de façon beaucoup plus objective. Et donc très intéressant encore une fois pour mettre l'accent, le focus sur certains groupes musculaires par rapport à d'autres lors de la prise de masse à venir. Ensuite, deuxième étape, déjà, pour commencer votre sèche, vous devez connaître votre maintenance calorique. Vous devez avoir un point de départ sur lequel partir. Donc, trouvez votre équilibre entre le cardio, le nombre de pas que vous faites dans la journée, et les apports que vous avez. Donc, nutrition et bien sûr le nombre de séances par semaine que vous avez. Trouvez l'équilibre qui vous convient le plus au départ, où votre poids se maintient, et ensuite vous pourrez établir un déficit calorique. Donc, troisième étape, logiquement, déficit calorique. Donc, est-ce que vous devriez faire un déficit agressif? Moi, je pars du principe que oui, parce qu'il n'y a que des avantages à faire un déficit agressif. Ok. Déjà, votre sèche va durer moins longtemps. Vous allez avoir une accumulation de fatigue beaucoup moins importante, vu que la durée du déficit sera moins importante qu'une sèche normale ou qu'un déficit modéré léger. Et c'est surtout accessible à la plupart d'entre vous. D'accord? Lorsque vous êtes plutôt gras, déficit agressif, perdre 1 kg par semaine, c'est largement possible. Vous n'allez pas perdre de muscle, vous inquiétez pas, c'est largement possible tant que vous maintenez l'intensité à l'entraînement et que vous maintenez vos protéines à la journée. Ok? Donc ça, n'ayez pas peur. Et bien sûr, la répartition des macronutriments, ça va dépendre de ce que vous préférez. Ensuite, troisième étape, pardon, je suis fatigué. Le nombre de repas idéal. Alors là, est-ce qu'il faut faire 2, 3, 4, 5, 6 repas dans la journée lorsque vous êtes en sèche? Eh bien, j'ai envie de vous dire, peu importe. Ça ne va rien changer au résultat final. Type de régime, OMAD, jeûne intermittent, etc., classique, ça ne va rien changer. D'accord? Tant que vous avez vos calories sur la journée et vos protéines sur la journée, ça ne va rien changer. D'accord? Ça, il faut que vous le mettiez dans le crâne. Vous pouvez faire 2, 3, 4, 5 repas dans la journée, ça ne va rien changer tant que le total calorique il fait que vous êtes en déficit et que vous avez assez de protéines sur la journée. Par exemple, si vous voulez un exemple, moi là, je suis en préparation pour ma première compétition de bodybuilding naturel et je fais 5 repas par jour et je suis actuellement à 2400 calories. C'est quelque chose qui me convient très bien. J'aime ma diète, j'aime ce que je mange. On a réparti les macronutriments de façon optimale avec mon préparateur, donc tout va bien. Ce que j'arrive à tenir. Donc vous trouvez le nombre de repas
qui vous convient en fonction de votre mode de vie, de votre quotidien, de votre métier. Voilà, que ce soit 2, 3, 4 repas, voire plus, ça ne va rien changer au résultat final, ne vous inquiétez pas. Ensuite, quatrième point, pardon, timing des macronutriments. Alors ici, les protéines, alors quand vous voyez les personnes se jeter sur le shaker de protéines après leur séance de sport, ça ne va rien changer au résultat final, d'accord? C'est pas le timing des protéines qui est important, quand vous êtes en sèche ou en prise de masse d'ailleurs, c'est votre total de protéines sur la journée. Tant que vous avez votre total de protéines sur la journée, ça ne va rien changer. Vous allez maintenir votre masse musculaire, prendre du muscle, ne vous inquiétez pas. Donc les protéines, bien sûr, on est à 2,5 grammes par kilo de poids de corps en déficit. C'est ce que je préconise pour mes clients en fonction de leur masse musculaire, bien sûr, entre 2 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Et le timing, n'importe peu. D'accord? Généralement, je privilégie quand même une source de protéines avant ou après l'entraînement, pas forcément collée, hein, ça peut être 1 heure, 2 heures avant, 1 heure, 2 heures après, ça ne va rien changer. Dites-vous que la fenêtre anabolique, comme on parle si souvent, c'est 24 à 48 heures après un entraînement à résistance, que cette fenêtre elle reste ouverte. Vous n'êtes pas des bodybuilders professionnels, d'accord? Donc vous, ne vous inquiétez pas sur le timing des protéines, ça ne va rien changer. Maintenant, le timing des glucides. Donc là, c'est un peu plus intéressant. En fonction de votre total calorique, total de glucides sur la journée, je vous conseille que plus vous êtes bas en glucides, plus vous devriez les timer autour de votre entraînement. D'accord? Donc avant et après. Enfin, surtout avant, je dirais 2 tiers avant et 1 tiers après, si vous voulez une fourchette. Parce qu'au moins, vous allez pouvoir garder vos performances au maximum, l'intensité au maximum, et récupérer de la façon la plus optimale possible. D'accord? Donc, donc, ce que je vous conseille, c'est de placer la majorité de vos glucides proches de l'entraînement, donc avant. Donc, par exemple, si vous avez 2 repas avant l'entraînement, un qui, je sais pas, 5 heures avant, vous mettez des glucides complets, donc riz, pâtes, avoine par exemple, et plus vous vous rapprochez de l'entraînement, plus vous mettez des glucides à digestion rapide, donc comme la crème de riz par exemple, ou autre. Comme ça, vous avez un max de glucides disponible, un max de glycogène disponible pour votre séance d'entraînement. Maintenant, le timing des lipides. Donc là, c'est le contraire. Les lipides, plus vous allez être proche des entraînements, moins vous devriez mettre de lipides. D'accord? Parce que si vous mettez beaucoup de lipides sur votre collation pré-training, donc 45 minutes, 1 heure avant l'entraînement, vous allez avoir du mal à digérer. Vous allez être ballonné pendant l'entraînement, votre digestion ne sera pas optimale, parce que les lipides comme les protéines, ça ralentit la digestion. Donc ce que je préconise, c'est de mettre le max de lipides, en fait, aux extrémités de l'entraînement, et le plus de glucides proche de l'entraînement. Et là, ce sera le plus optimal possible. Ensuite, 5e pilier, si je compte bien, oui c'est ça, entraînement. Donc, comment devraient se passer vos entraînements en déficit pour réussir votre sèche? Les performances. Donc déjà, normalement, si vous avez bien fait les choses en prise de masse, vous avez un programme d'entraînement que vous avez tenu plusieurs mois, vous connaissez vos performances sur chaque série de chaque exercice que vous avez traqué bien évidemment à l'avance, et votre but sera de maintenir ces performances le plus longtemps possible, de rester proche de ces performances le plus longtemps possible. Évidemment, à mesure que le déficit progresse, vous allez avoir de moins en moins d'énergie, il va y avoir une fatigue accumulée assez importante, donc c'est normal que les performances descendent, d'accord? Ce que vous devez faire, du coup, c'est en lien avec le deuxième point, l'intensité. Pour maintenir le maximum de masse musculaire, vous devez maintenir l'intensité au maximum sur chaque série, d'accord? Que les perfs descendent, c'est pas grave, mais que l'intensité descende, là, c'est pas bon. Il faut que vous devez maintenir une intensité maximale à chaque série. Et en ce qui concerne le volume, vous le savez sûrement, mais pour maintenir un muscle, vous avez besoin de beaucoup moins de volume que pour prendre du muscle. Donc lorsque la fatigue devient trop importante, vous pouvez très bien réduire un peu le volume d'entraînement que vous avez, si ça vous permet de maintenir l'intensité derrière. Maintenant, 6e point, la gestion de la fatigue. Donc là, vous pouvez très bien, lorsque vous avez des semaines où vos performances descendent vraiment de façon drastique, jour après jour, que vous êtes fatigué quand vous vous levez, vous avez l'impression d'être mou toute la journée, vous avez envie de rien faire, etc. Vous n'avez plus envie de vous entraîner. Là, je pense qu'il est temps de mettre en place un deload, donc de faire une semaine, voire 2, avec un volume d'entraînement réduit. Donc que ce soit de par la gestion des RIR, donc l'intensité, de par la gestion du volume, nombre de séries, ou de par la gestion du nombre de séances dans la semaine.
d'accord? Ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez faire. Et voilà, vous pouvez mettre en place un deload pour justement récupérer votre énergie un maximum et reprendre l'intensité maximale après, lors de vos entraînements qui suivent. Donc la réduction du volume, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez très bien réduire votre volume si ça vous permet de maintenir l'intensité au maximum pendant vos entraînements. Ça, c'est totalement possible. Et enfin, mettre en place un refeed. Donc, les refeeds, c'est lorsque vous êtes 24, 48, 72 heures avec un retour à la maintenance calorique, donc où vous réaugmentez principalement les glucides pour remplir vos réserves de glycogène, dissiper un peu la fatigue accumulée et pouvoir reprendre le déficit dans les meilleures conditions possibles par la suite. Et le dernier point, c'est la gestion de la faim. Donc là, pour la gestion de la faim, si vous descendez bas en calories, si vous êtes bas en calories, vous commencez à avoir vraiment faim même après vos repas, je vous conseille de maximiser le volume alimentaire. Donc par exemple, ça passe par le choix des aliments, donc remplacer de la viande rouge par de la viande blanche, ou alors du poisson, par exemple, qui est beaucoup moins calorique. Euh, pour les légumes, prenez des crudités, donc carottes râpées, tomates cerises, concombres. Ça, je les spam actuellement dans la préparation bodybuilding. Vous pouvez facilement monter à 200-300 grammes par repas. Je crois que c'est 15-17 calories pour 100 grammes en termes de concombres et de tomates cerises. Vous pouvez y aller, hein. Pour les glucides, par exemple, remplacez des pâtes, le riz, par des pommes de terre. Pareil, pommes de terre, vous pouvez faire x 4,5 la quantité de pommes de terre par rapport au riz et pâtes crues. Franchement, c'est pas quelque chose qu'on peut lésiner. Et voilà. Ensuite, la répartition des quantités par repas. Regardez à quel repas dans la journée vous avez le plus faim et vous allez réduire les quantités sur les autres repas pour mettre le maximum de quantité sur ce repas-là. Et ça va vous permettre d'adhérer au plan le plus facilement possible, de pouvoir tenir votre diète de déficit le plus longtemps possible et d'obtenir enfin le résultat que vous souhaitez. Donc voilà les gars, il n'y a pas de secret, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est ce que je mets en place avec mes clients qui sont en sèche et vous pouvez voir déjà quelques résultats à l'écran. Donc si toi aussi t'en as marre, ça fait plusieurs mois que tu es en déficit, que tu vois aucun résultat concret et que tu veux enfin changer ça, tu peux toujours réserver ton appel gratuit en cliquant sur un lien dans la description et on va ensemble ce qu'on va mettre en place pour reprendre ta progression, enfin te faire évoluer. Allez, ciao les gars, à la prochaine.